Bonsoir amateurs de lutte. Encore une fois, nous vous parlons du Forum à Montréal. C'est la lutte ce soir. Yvon Robert a reconquis le championnat mondial de Édouard Carpentier. Johnny Rougeau. Et là, Vachon commence. 1, 2, 3. Les boys, je vous remercie d'être présents. Là, j'ai 6 combats à soir. On a 52 vendredis à faire. On est ici pour s'amuser. On est unis, on est solide, on a un bon esprit d'équipe. Amusez-vous. Let's go! Une arène, des combattants, des spectateurs. Des ingrédients tout simples pour un spectacle vieux comme le monde, la lutte. Elle a survécu à toutes les époques, dans tous les pays du monde, dans toutes les cultures. Encore aujourd'hui, une poignée d'irréductibles se dévouent pour que survive leur sport, pour que son histoire demeure vivante. La cloche, le combat. L'arrivée d'Édouard Carpentier, ça a été un grand moment. Déjà, la lutte roulait fort, roulait tempête. Puis là, on cherchait des nouveaux personnages, puis on créait des personnages. Alors arrive ce Français. Carpentier pirouette. Comme à l'accoutumée, Carpentier en grande forme. Un coup d'alpin. C'était plutôt un acrobate qu'un lutteur. Parce qu'il faisait des pirouettes dans l'arène que lui seul était capable. Dès qu'Édouard embarquait, on l'appelait Doudou. Dès qu'Édouard sortait de la chambre, Édouard donnait à 110, a toujours donné à 110% de lui dans l'arène. Il luttait pour les amateurs. Son vrai nom, c'est Eddie Wietz. C'est un Polonais. Wiezorkiewicz. C'est un nom qui est très compliqué. Mais pour la légende au Québec, il s'appelait Édouard Carpentier, le neveu du grand champion de boxe Georges Carpentier. Eh bien, comme mes parents étaient polonais, j'étais un émigrant et j'avais bien du mal à m'adapter avec les Français, car les Français nous traitaient de mangeurs de pain, qu'on venait leur voler le travail. Et naturellement, je suis devenu très, très bagarreur à cette époque-là, parce qu'il fallait que je défende quand même l'honneur de mes parents. J'ai débuté en 53 exactement professionnel, et puis en 56, j'ai atterri ici. C'était mon rêve de venir au Canada, quoi. Et puis, quand je suis arrivé ici, Deux personnages marquent l'histoire de la lutte dans les années 50. Tout d'abord, le promoteur Eddie Quinn, et surtout sa grande vedette Yvon Robert, le lion du Canada français. En 1956, au cours d'une tournée en France, Yvon Robert découvre Édouard Carpentier, qui a 30 ans, et convainc Quinn de lui offrir un contrat. alors, j'ouvre la porte, et là, il me regarde avec mes deux valises. Who's this fucking midget? Bien sûr, j'étais le plus petit. Alors, je dis à Yvon Robert, je dis, Yvon, allez hop, je reprends l'avion ce soir. Il me dit non, il dit, tu peux pas. Il me dit, tu as un contrat de 6 semaines, il va falloir que tu le respectes. Alors, je lui dis, je voudrais voir comment sont les lutteurs. Quand j'ai vu les lutteurs, j'ai dit, c'est pas possible. C'est tous des monstres. Et moi, je suis le plus petit avec mes 5 pieds 10. Et eux, c'est presque des 8 pieds, 5 pieds et quelques, quoi. Édouard Carpentier, I won't tell you too much about him, but he's a good wrestler. Polish.
come from Europe, and he's very good scientific, and I wrestle him, and he learns things from me. I get tickets ready, please. I get tickets ready, please. La Mecque, le lieu, c'est-à-dire l'endroit suprême, a été le Forum de Montréal. Et c'est le Forum de Montréal qui a consacré, si vous voulez, la lutte professionnelle au Québec. Dans le langage populaire, on parlait de la lutte au Forum. Ça ne faisait qu'un. Les années 50, c'était, oui, les meilleures années de la lutte. La lutte a commencé en 1952, donc à la télévision de Radio-Canada, puisque c'était la télévision. Et la lutte faisait partie de l'univers culturel du Québec. Le mercredi, dans les magasins de meubles, sur notre trottoir, il y avait des centaines de personnes qui avaient le dedans. Ils mettaient la famille Plouffe et la lutte, et toute la province était vide. Et ça, c'est vraiment la communion du mercredi, la lutte. On regardait tous la lutte à la télévision parce que dans ma rue, il y avait une télévision, c'était mon papa qui avait cette télévision-là. Tout le monde se rassemblait le soir, c'était le mercredi soir, si je me rappelle bien. Chez nous, le point de rassemblement, c'était le propriétaire. Nous demeurions au deuxième. On allait chez le propriétaire et il y avait 12 ou 15 personnes qui se rassemblaient. C'était même, ça frôlait l'hystérie. J'y croyais. Mais j'ai l'impression que tout le monde y croyait. Mon grand-père avait un chapeau de paille, puis il commençait à 20 pieds du téléviseur, parce qu'on disait à l'époque qu'il ne fallait pas regarder la télévision de trop proche, c'était mauvais pour les yeux. Et il finissait à peu près à 3 ou 4 pieds. Là. Il défonçait. Il a dû passer, dans mes souvenirs, je ne sais pas, 3 douzaines de chapeaux de paille. Il est défoncé à coups de poing à fur et à mesure que ses favoris avaient des problèmes. Elle occupait non seulement une partie de la soirée du mercredi, mais elle occupait ensuite toutes nos autres préoccupations parce que nous avions développé des comportements identitaires extrêmement puissants à l'égard de tel ou de tel autre lutteur. Et les jeunes devenaient eux-mêmes des lutteurs de fin de semaine. On organisait des arènes de lutte de fortune et on luttait et on imitait les prises. J'ai fait connaissance, moi, avec la lutte dans les années 50, quand mon père, qui avait une épicerie-restaurant à Rosemont, a acheté son premier téléviseur. Parce que on se rendait compte que l'autre restaurant plus loin, il y avait une télévision et le mercredi soir à 9 h, il n'y avait personne dans le restaurant de mon père, tout le monde était à l'autre restaurant où il y avait la fameuse télévision. Quand il a rencontré un lutteur en personne, mon mari et moi, ma femme et moi, on a acheté un appareil de lutte. Pas un appareil de télévision, un appareil de lutte. Et voici maintenant votre soirée de lutte. Un hommage de la brasserie Dow. Bonsoir amateurs de lutte. Encore une fois, nous vous parlons du Forum à Montréal. C'est la lutte ce soir. Michel Normandin a laissé, dans mon enfance, dans ma jeunesse, à moi j'avais peut-être 15 ans, 16 ans à l'époque, il a laissé une marque indélébile. Michel Normandin était un animateur et un commentateur extrêmement coloré. Donc, il passait sa main autour des épaules de Carpentier en lui disant « Mon cher Édouard ». Il lui applique la prise du petit paquet. Il souffre, il a les épaules au plancher. Et là, et 1, 2, 3. Et là, il tirait son 3, là, tellement longtemps que le méchant pouvait se lever l'épaule à l'autre. Là, ça continuait. Carpentier reprend le découpé en chemin rabattoir. Le petit paquet, le renversement complet, et c'est la victoire. Tu avais le petit paquet. Après ça, tu avais le tourniquet, tu avais la pirouette arrière, puis... je veux dire, le pétrissage des intestins. C'est un athlète avant d'être un lutteur. C'est un gymnaste avant d'être un lutteur. C'est un bonhomme qui est arrivé
comme une espèce de sauveur quand il a débarqué ici. Il est arrivé avec... il a apporté à la lutte une dimension que la lutte n'avait pas ou n'avait plus. Ça l'a poussé les autres à travailler plus fort et Édouard Carpentier est arrivé avec un style, c'était innovateur. C'était tellement beau. Moi, je pense ça comme ça. Mais j'en connais de ma génération. Ils souhaitaient la mort, ils souhaitaient que Édouard Carpentier se casse le cou en faisant ces mouvements athlétiques. C'est le public qui décide. Et le public a accepté Carpentier, ont tombé en amour avec Carpentier. Michel Normandin a tombé en amour avec Carpentier. C'était plus un étranger, là. Lorsqu'il a débarqué, la première fois qu'il a mis les pieds dans un ring, dans une arène de lutte, je crois que les promoteurs ont compris qu'ils avaient un champion entre les mains. Et la grosse affaire, c'est que Carpentier savait parler. Et il employait des expressions, tu sais, l'esprit sportif, notre sport, une saine compétition. Alors que Mad Dog, il disait, tu sais, moi, il arracher la langue, moi, il rentrer dans le nez. C'était quelque chose de... C'était épouvantable à dire, mais moi, je dirais que Carpentier était ma première ouverture sur l'Europe. Cette ouverture sur le monde va changer la face du Québec. Jusque-là, quelques institutions avaient la main haute sur de grands pans de la vie des catholiques francophones. Comme tu sais, ici, tu as eu bien des affaires. Avec le clergé était bien fort. C'est une affaire. Montréal, c'est une des seules villes qu'Elvis Presley n'est pas venu. Parce qu'à l'époque, le clergé il trouvait qu'il était trop sexy et tout ça, mais c'est niaiseux à mort quand tu figures ça. J'avais été interviewé, puis on m'avait demandé comment vous faites, vous partez pendant plusieurs mois, comment vous faites votre vie sexuelle? Ben, j'avais dit, bon, ben, je fais comme beaucoup de gens qui s'en vont pendant plusieurs mois, je me prends une maîtresse, allez hop, coupé. Ils ont coupé toute cette émission. Quand le curé passait à la maison pour la visite annuelle, mais quand le curé rentrait, on se mettait à genoux pour avoir sa bénédiction. Fait qu'imagine-toi que là, à un moment donné, le curé venait à 7 h le soir, puis qu'à 9 h, tu t'installais devant la télévision, puis que là, ça se donnait des coups de poing, puis ça faisait des pirouettes. Pour plusieurs, la lutte est plus forte que l'Église. Pour ceux-là, l'hôtel se transforme en ring et la messe en soirée de lutte. À l'époque, les préjugés étaient à l'effet qu'un Français de France, c'était vraiment pas fort. Ça parle beaucoup, ça chiale beaucoup, mais ça a des petites épaules, ça, comme un frame de chat, là, tu sais. Faut pas être bâti pour vivre à Paris. Bon. Magnifique, Édouard Carpentier. On opposait le Canadien français de Bujon, mangeux de porc et de lard et de bine, aux Français avec sa baguette, là. Vous savez, à cette époque-là, il y avait une mauvaise publicité sur les bandits français. Et puis quand ils m'ont vu lutter, après ça a été terminé. J'avais du mal à rentrer au vestiaire, ils m'ont brassé, ils ont déchiré mes affaires. Alors voilà, j'avais conquis le public. Je me rappelle, à l'époque, on allait au centre Sauvé, tout au gros 4 l'après-midi, des fois, avec les lutteurs, là, tout ça. Carpentier, lui, passait son temps sur le bench press, puis toutes sortes d'affaires. Voyage ou pas voyage, j'allais au YMCA. Dans toutes les villes, il y a un YMCA. Et puis, je m'entraînais de bonne heure le matin. 2 ans par jour. Ça, c'était recta. D'abord, personne ne voulait partager une chambre. Vous savez, on ne gagnait pas tellement d'argent, alors on prenait une chambre à 2, à 3 ou à 4. Moi, non, personne ne voulait parce que je me levais trop de bonne heure le matin. Ils préféraient dormir. Il y a certains lutteurs qui ne voulaient pas voyager dans la même auto que Carpentier. Parce qu'Édouard Carpentier
pour pouvoir offrir des performances comme ça, il fallait qu'il y ait une vie exemplaire. Édouard Carpentier, il calculait qu'est-ce qu'il avait mangé le matin, qu'est-ce qu'il avait mangé le midi. Il calculait ses calories. C'était plate pour nous autres, qui avaient bien gros après un match, fumait un bon cigare, puis avec un six-pack de bière. Mais là, c'était pas son genre. Puis moi, c'était le contraire. Je préférais bouquiner, lire, m'éloigner comme ça. Éloigner l'esprit. Auprès de ses confrères, Édouard Carpentier ne gagne peut-être pas de concours de popularité. Cependant, la paye des lutteurs des années 50 et 60 n'a rien de garanti. Les vedettes des combats principaux reçoivent plutôt un pourcentage des recettes. Écoute, Édouard Carpentier assoyait des paires de fesses dans l'aréna. Que veux-tu demander mieux, là? Alors, l'adversaire était obligé de se plier, là, parce qu'on savait tous, là, la présence de Carpentier avait une influence sur l'assistance. Alors j'étais venu pour 2 mois et puis je suis resté. J'ai tellement aimé l'accueil des Québécois. C'était les débuts de la télévision. Alors, tous ceux qui avaient des séries à la télévision qu'on voyait plus d'une fois étaient des stars. Et les lutteurs, M. Carpentier, forcément, c'était des stars parce que c'est ça qu'on voyait à la télévision. La télévision aura une influence considérable sur la société québécoise. Quelques années après son apparition, la Révolution tranquille secoura le Québec. Il y a eu l'émeute de Maurice Richard en 1955. Je pense qu'il y a eu le triomphe de Félix Leclerc en France. Comme Québécois, quand il est revenu ici avec toute l'auréole de la gloire française, je pense que ça nous a fait réaliser qu'on n'était peut-être pas si tata que ça. Puis il y a eu René Lévesque qui nous expliquait le monde. Il faut dire que René Lévesque, avant d'entrer en politique, était une star de la télévision, de Radio-Canada. La télévision commençait à ce moment-là. Et il avait une émission à partir de 1956, donc 2 ou 3 ans après les débuts de la télévision, qui s'appelait Point de mire. L'idée, c'était un peu d'ouvrir les fenêtres, si vous voulez, de la société canadienne-française de l'époque, qui était une société tournée sur elle-même. Comme on dit toujours, frileuse et regroupée autour du clocher. Une société qui ne savait pas trop ce qui se passait dans le monde, très fermée sur l'extérieur, avec une élite aussi fermée que finalement que la population. Quand la télévision est arrivée, tout le monde, les initiés du milieu, les combattants, les lutteurs, les arbitres, ils ont dit « Radio-Canada va tuer la game ». Et ça a été le contraire. Pour le public, ça a augmenté la performance des gladiateurs. Avec la télévision qui filme en gros plan, les lutteurs n'ont d'autre choix que d'améliorer leur jeu. Les coups deviennent plus solides, le rythme plus rapide. Les prises au sol sont remplacées peu à peu par des mouvements spectaculaires. La télévision dicte maintenant les scénarios. Vous avez le Français de France, c'est Édouard Carpentier. Vous avez le Slave. Le Slave, il est populaire aussi. Wladek Kowalski, c'est un Polonais, mais les Slaves sont forts. On sait que les Slaves sont forts. On a toujours su ça, mais c'est un Polonais. Vous pouvez avoir des Chinois, c'est intéressant. Les Asiatiques, ça c'est intéressant. Les Indiens. Des gars de bois, mais de très très loin. La sauvagerie, là, des grands espaces. Yukon Eric. J'allais au Forum à Montréal, voir lutter Yukon Eric. C'était une de mes idoles de l'Alaska. Yukon Eric. Puis bien souvent, les gens me disaient, on a vu Yukon Eric hier, il fait la 40 en bas de zéro, sur la rue Sainte-Catherine, il se promenait avec la chemise ouverte. À la lutte, la légende tient lieu de vérité. Yukon Eric ne venait pas du Grand Nord canadien, mais du Nebraska, en plein cœur des États-Unis. Avec son chien de traîneau et sa stature de géant, il s'était trouvé un personnage qui frappait l'imaginaire des Québécois.
dans la lutte professionnelle, tu as le côté athlétisme et le côté showbiz. Le côté showbiz, là, on avait des faux Allemands, des faux Indiens, des faux Japonais. Alors, ça arrive du fin fond du Nord, ça arrive du fin fond de l'Orient, ça arrive de gauche, de droite. Alors, vous avez une sorte de géographie culturelle qui est introduite dans la lutte, et c'est une sorte de cours élémentaire d'anthropologie. Moi, j'étais sûr que Hans Schmidt, c'était un Allemand. Maintenant, quand il a passé à l'entrevue des lutteurs la première fois, puis qu'il y avait un gros accent de Saint-Jérôme, je me disais que les Allemands étaient brillants, hein? La Deuxième Guerre mondiale a pris fin en 1945, avec la bombe atomique à Hiroshima. Donc, ça veut dire que quand on parle là, des années 54, 55, les méchants étaient soit allemands, sous-entendu les nazis. Je me souviens encore, moi, le baron Franz von Roschke, qui avait une espèce de monocle quand il montait, puis qui faisait le salut hitlérien. Imagine-toi, ça faisait 10 ans qu'Hitler était mort. Donc, c'était encore vivant dans la tête des gens. La lutte est le reflet de la société. C'est ça qui est fascinant lorsqu'on regarde la lutte. Et c'est également une violence par procuration qu'on offre sans danger. Quand j'ai découvert, rendu journaliste, que Hans Schmidt, qui avait le crâne rasé et des grandes bottes noires nazies, s'appelait Guy Larose, ben c'est du folklore. Je l'ai toujours appelé Hans, moi. Quand je le voyais dans le Nord, je l'appelais toujours Hans Schmidt. Tout le temps, tout le temps. Tu sais, ils viennent que ce nom-là, là, ils ne peuvent pas s'en débarrasser parce que la lutte, c'était vendu comme c'était du réel. Fait qu'à quelque part, tu ne pouvais pas changer de nom et dire, hey, cassé, il n'est pas sur le même nom. Quand vous cherchez un personnage, tous les éléments sont bons. Vous allez bricoler à partir de ce qui existe. Alors, vous voulez être méchant, cherchez-vous un rôle méchant. C'est pas compliqué. Il va représenter le mal. Alors, ça peut être une brute, ça peut être n'importe quoi, quelqu'un, mais le mal. Le mal absolu est dans le coin gauche. Pas compliqué. Et le chevalier dans le coin droit. C'est un thème sans fin. La descente de la semelle de la chaussure contre le côté de la tête. Inutile de dire que ce n'est pas un coup permis. Un méchant, c'est sale, inculte, indiscipliné, alcoolique, tiens. Évidemment, hors de son maillot de buteur, le méchant ne ressemble pas toujours à l'idée qu'on s'en fait. Moi, je me rappelle, Keller Kowalski, les gars n'aimaient pas ça voyager avec, parce qu'ils le trouvaient plate, parce qu'il ne buvait pas, il ne prenait pas un coup, il ne fumait pas, rien. Puis moi, je me rappelle, j'ai une photo d'ailleurs à la maison de Keller Kowalski qui se prépare un combat, puis avant de prendre un drink, il est après lire la Bible. So I traveled alone. I had a tennis ball in my hand. I squeezed, put the tennis ball in my lap, grabbed the wheel, picked up the tennis ball in my other hand, squeezed. I ended up, after doing that for quite a few months, I ended up with tremendous grip. And that's what my hold was. Killer Kowalski with a claw hold. You have a pressure point between your ribs here, top of your stomach. I used to put my thumb there and squeeze the guy's stomach, and he used to yelp and scream and holler. That's what the move I used to use, the Killer Kowalski claw hold. Quand tu fermais la porte de la chambre des lutteurs, là, il jouait son rôle. La Dec Kowalski, ça a été une idole, ça a été une attraction. Quand Dec Kowalski venait à Montréal, c'était sale comble. Il remplissait à lui seul, ça veut dire. C'était un que la foule haïssait le plus, parce qu'il y avait les bons et les méchants, puis la Dec Kowalski, c'était un des plus hués. Dans ce métier-là, quand tu es plus hué, c'est parce que tu es plus adulé. Et quand il a commencé à lutter à Windsor, Ontario, il était à 6 pieds 7, puis il avait des mecs comme ça, mais après ça, il a commencé à lever des... que tu faisais avec des poids dans le temps, il est devenu 275 livres, un physique incroyable. Une fois, j'étais au Forum, il y avait une femme qui était là, elle disait « Oh, mon Dieu, quel homme, quel homme! »
This little package is Killer Kowalski. Well, let's say object when I get into that ring is what? To make money. No, not to kill. C'était le sport pour le monde ordinaire. C'était le sport pour le petit peuple. Les bons étaient vraiment les bons, et les méchants, ils étaient voués aux gémonies par tous les spectateurs qui étaient présents. Et ça, c'était... écoutez, c'était une catharsis, hein? Quand ils arrivaient, ils chauffaient la salle avant d'être là, juste le dire, maintenant, mesdames et messieurs, là, puis ils nommaient des noms, là. Les toits voulaient lever là, des arénas où on était. C'était impressionnant. Là. On entendait trembler ça. Moi, j'entendais trembler ça jusqu'au fond de mon cœur. Les lutteurs qui paraissaient bien, les gars avaient des beaux corps, ils paraissaient des beaux hommes, des beaux jeunes hommes, tout ça. Les femmes étaient en ligne, avaient des autographes ou d'autres choses, je sais pas quoi, mais je veux dire quelque chose. Les gars poignants, ça c'est sûr. La lutte au Québec a reçu le concept américain qui était le concept du spectacle. Ce sont les Américains qui ont amené le formatage d'un combat de lutte, le scénario, la typification des personnages, donc la séparation des eaux entre les bons et les mauvais. C'était déjà arrangé, les journalistes squid. On n'a pas des gros salaires. C'était des salaires de crottin, des salaires de famine. Alors, c'était la coutume dans le temps d'accepter des enveloppes des promoteurs de lutte, de boxe. Alors, jeudi matin, les journalistes en ligne dans le bureau de Descoings, 25$ par semaine. 25$ par semaine. J'étais au paradis, j'en gagnais 17. Ma vraie job, c'était 17. En guise de remerciement, les journalistes participent à la promotion des combats de lutte. On va à la lutte comme on va au théâtre. Alors, vous voyez la comédienne qui meurt d'amour, puis qui en est à son dernier souffle, mais tout le monde pleure. Non, c'est une tragédie ou une comédie. Mais la disposition du spectateur de lutte, du consommateur de lutte, c'est la même chose. C'est pas important, ça, que ça soit arrangé avec la galerie. L'important, c'est qu'on embarque. L'important, c'est que nous soyons spectateurs d'une lutte. Pour moi, la lutte, c'était une drogue. J'étais malade de ça. J'étais chauffeur d'épicerie à peu près pour tous les gars, les lutteurs, de là, si les lutteurs avaient quelque chose. Ah oui, moi, roi, puis il va chauffer mon corps. Moi, mon entrée dans la lutte, c'était de même. Puis là, ben, avec ça, ben, monter les arènes, vendre les billets, déchirer l'étiquette aux potes, sonner la cloche. Puis une fois de temps en temps, là, ben, il m'embarquait, il y avait un combat par l'équipe, il m'embarquait comme arbitre. C'est très drôle parce que dans un combat de lutte qui est arrangé, l'arbitre, de toute façon, il n'est pas crédible en rien. Alors, il n'a jamais été crédible, mais quand il comptait 1, 2, 3, il n'était pas crédible, il comptait pas comme faux. Il oubliait de compter le 3 quand on avait réussi à coller les épaules du méchant. Je me souviens d'avoir écrit un article une fois dans le Réveil, l'hebdo de Jonquière, pour protester contre une décision de l'arbitre. J'avais trouvé que l'arbitre avait pris une décision un peu partiale. Et je me rappelle avoir écrit un article enflammé dans l'hebdo local pour me plaindre de la décision de l'arbitre. Tout les gros chien, gros cochon, gros rendu, sorte d'affaires la main. Toutes les insultes que les gens peuvent dire, là, comme vous attendez à peu près dans n'importe quel sport, écoutez une game de hockey, puis les arbitres, vous avez là, comment est-ce que le monde écrit après les arbitres, tous les noms qu'ils peuvent leur donner, bien, ils les ont tous eus, ces noms-là, dans la lutte. L'arbitre, c'est un personnage, c'est un fou, le fou du roi. C'est un clown, c'est un bouffon.
il est là pour qu'on l'haïsse. Il est là pour qu'on crie. Il n'a pas vu. L'arbitre n'a pas vu. L'arbitre voit jamais. On détestait Mad Dog Vachon partout au Québec, puis on aimait Édouard Carpentier partout dans la province de Québec. Maurice Vachon, c'est une opinion personnelle, a été certainement le plus grand lutteur que le Canada ait produit. C'était mon premier soir à Portland, Oregon. J'ai sauté dans l'arène, puis j'ai commencé à sauter dans l'arène comme un kangourou. Et puis finalement, mon adversaire est arrivé. Avant que l'arbitre arrive, l'annonceur, j'ai attaqué avant que le combat commence. Puis j'ai donné 3-4 body slams dans l'arène. Puis là, l'arbitre est arrivé en courant. J'ai envoyé mon adversaire en bas de l'arène. L'arbitre a essayé de m'arrêter. J'ai fait la même chose avec lui. J'ai sauté en bas, j'ai donné 2 body slams. Il y a un policier qui est venu me frapper avec sa cassette. J'ai passé à de lui. Je l'ai pitché dans la 3e rangée. Je l'ai garoché dans la 3e rangée. Quand j'ai rentré dans le vestiaire, le promoteur, il avait une voix, tu sais, comme... il dit, « You look just like a mad dog. » Il te l'air d'un chien enragé. Monsieur, mad dog, c'est le plus beau nom que j'ai jamais eu dans ma vie, ça. Imaginez-vous, il s'appelle Mad Dog, le chien enragé Vachon. Et ça va bien. Mad Dog Vachon, c'est une petite enveloppe qui est parfaite. Et il est le personnage. Parce qu'il était à la fois sympathique, parce que c'est Vachon, il était à la fois méchant, parce que c'est Mad Dog. Tu ne sais jamais de quel côté il va aller, mais il est terriblement impressionnant. Et il va avoir une carrière internationale. C'est l'homme, probablement, qui avait la plus grande maîtrise technique. Il a fait partie du clan des méchants et il a été connu partout. Alors, Maurice Vachon est un incontournable de la lutte professionnelle à l'échelle mondiale. Il a représenté son pays. Il a gagné une médaille d'or aux Jeux de l'Empire britannique et des Jeux du Commonwealth. Alors, c'est un athlète. Il s'est battu toute sa vie lui-même. Il n'a pas eu besoin de personne. Où est-ce qu'il s'est rendu? C'est lui qui l'a fait. Mais pour moi, c'est un gros toutou avec un cœur immense. Puis, c'est vraiment une légende. C'est une légende, c'est une légende. J'ai voyagé avec le Canadien pendant 18 ans. J'ai jamais vu des joueurs du Canadien être arrêtés sur la New York comme Maurice Vachon l'était. Mad Dog, Mad Dog, Mad Dog. Maurice Vachon, le monde arrêtait pour le voir. Puis tout ça. Puis c'est des gars, je te dis, comme je te disais, à l'échelle qui sont connus. Hey, la plus belle perle de Maurice Vachon, à Minnesota, le fameux chanteur Prince. Une journée, je ne plairai jamais ça. Il a demandé qui avait été son idole de jeunesse. Maurice Vachon. Maurice Vachon, qui lui-même est revenu il y a quelques semaines seulement, d'une tournée au Texas. L'autre, on l'admirait. Mes frères et moi, là, on prenait pour le méchant. Quand Maurice Vachon il était sur la scène, il était dans l'arène, on prenait pour lui. On trouvait qu'il trichait un petit peu, mais on trouvait sympathique en réalité. Okay, j'ai une photo ici, elle est petite, là, mais là, quand même, Mad Dog Vachon, avec son gérant. Grosse coupe de cheveux. Mad Dog Vachon est devenu le favori qu'on adorait haïr. Parce que Mad Dog est un extraordinaire comédien. Et c'est un homme très chaleureux. Puis c'est lui qui passait toujours en entrevue des lutteurs à CJPM puis à CKRS au Saguenay. Il était extrêmement intelligent. Il n'y a aucun doute. Moi, après coup, là, quand je repense à tout ça, là, il faisait des spectacles pour amener les gens. Il emplissait l'aréna. Il provoquait les gens. Il les provoquait. Là, on allait à la télévision à Jonquière. On faisait une entrevue des lutteurs sur l'heure du souper. Là, j'étais à la télévision, j'ai dit, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est mon territoire. Il bravait toute la population, là. Puis il prenait une voix très gutturale, puis il criait.
il se levait debout, puis il regardait les caméras, puis il bravait toute la population. Puis s'il y en a un qui veut m'essayer, qui vienne, puis je l'attends ce soir à telle heure. Puis venez tout le monde si vous voulez aussi, puis c'était drôle à part de ça. C'est le lutteur. Tu peux pas imaginer que Mad Dog Vachon fait autre chose dans la vie que ça. Grogner, menacer. Il va être comme ça dans sa maison. Grogner, menacer. En tout cas, Édouard Carpentier, c'est le petit Français aux yeux bleus. Quand il va lutter contre Mad Dog Vachon, il va faire une tourniquette de trop. Le monde prenait ça tellement à cœur qu'il voulait se battre avec les lutteurs. Puis là, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as comme des barrières qui séparent le monde. Justement, c'est à cause des batailles, tout ça. Il y avait des batailles dans les salles. Il y avait des batailles dans les salles. Les gens lançaient leurs chapeaux, puis leurs manteaux, puis les gens criaient contre tout le monde. Et tout le monde se faisait huer, excepté les bons. Mais t'avais des gars comme Maurice Vachon, il y avait les stations de kick, les provoquer, les gotthafs d'une place, justement, pour qu'ils viennent l'essayer, n'importe quoi, tout ça. Et moi, j'avais des gars qui m'arrêtaient des volets, les femmes arrivaient avec les épingles à chaud, puis piquer le lutteur, puis n'importe quoi. Un soir, là, c'était épouvantable. La bataille dans l'arène, on a tombé sur le plancher de l'aréna, puis dans les allées, et puis on s'est battu jusque dehors, à droite du palais des sports à Jonquière, en dessous du balcon d'une maison. Là, tout le monde, les 5000 personnes, étaient tout alentour. Là, la police est arrivée, puis le lendemain, dans le journal du dimanche, 12 jours après, c'était le vendredi, je pense, à l'autre là-bas. On était posés en arrière des barreaux en prison. Là, dans la tête, ça marquait « Les Vachons en prison pour leur protection ». Vous savez, c'est toujours resté dans l'ordre de la foire et du cirque et de la représentation. Donc, c'est exceptionnel. Il faut voir des personnages exceptionnels. Dans les années 30, la tête démesurée de Maurice Tillet, surnommé l'Ange, l'avait rendu célèbre. Dans les années 70, les 7 pieds et 6 pouces du géant ferré le transforment en super vedette. Mais 4 pieds et 4 pouces, ça peut être bien suffisant pour remplir le forum. Il y avait des petits nains, il y avait Little Beaver avec ses 3 partenaires, Sky Lolo, puis tout, parce que le gérant de ces petits nains-là, dans le temps, c'était Jack Britton, puis Jack Britton, ben, c'est le père de Gino Brito. Fait que là, il s'est mis à entraîner les nains, moi, je me rappelle, on avait une place à la Pointe-Calumet l'été, des fois, il y avait 24 nains. Dans ce temps-là, hein, la lutte, c'était supposé être sérieux, puis juste... Mais tout d'un coup, quand ils ont vu l'argent et les assistances monter, ça a tout embarqué, puis c'est comme ça. Dans les années 50, c'était formidable. Mon père, il me disait, là, tu vas prendre un groupe de nains, puis j'embarquais les 4 nains dans mon auto. Et puis, je parcourais partout le Texas. J'ai fait tous les États à part de l'Alaska. Donc, les nains font partie d'une partie marginalisée dans une société, objet de curiosité, mais ils arrivent et ils ont un public. Ils sont là pour distraire, ils font rire les gens. Mais à travers ce fait, arrivent des athlètes. Et le plus connu chez nous, c'était bien sûr Little Beaver. Little Beaver, c'est mon père qui lui a donné le nom, de son vrai nom, Lionel Géraud. Tout le monde parle que Little Beaver courait sur le 3e cadre. Il l'a fait une fois. Et c'est à la télévision. Et c'est Beaver qui me l'avait dit lui-même. Il dit, j'avais monté sur le 3e cadre, puis là, je voulais faire juste un coin, mais là, j'avais peur de tomber, puis pour pas perdre l'équilibre. J'avais fait le tour au complet de l'arène pour pas perdre l'équilibre. C'est pour ça que c'est la seule fois que je l'ai fait. Je vais me tuer, je ne ferai jamais ça.
Little Beaver, Sky Lolo, ce sont les deux grands. Les deux grands. La lutte, c'est un monde assez spécial. Les lutteurs, dans ce temps-là, du moins, c'était des gentlemen et puis des messieurs et puis des gens que j'ai le plus appréciés dans toute ma carrière. J'ai couvert tous les sports. Puis dans chaque sport m'a demandé quelque chose. Chaque sport, j'ai découvert des gars extraordinaires avec sport. Mais les gars de la lutte, pour une raison junior, c'était des gars spéciaux. J'ai jamais voyagé avec ces gars-là. C'était des gars, en général, le monde pense que c'est la plupart de ces gars-là, il y a bien de ces gars-là qui sont des gars très intelligents, qui ont fait le tour du monde. Ma grande naïveté de sexagénaire, après toutes ces années, me dit, il y avait peut-être des bouts d'arrangés, mais il y avait des bouts où c'était. C'est ma vie. C'est terrible. J'ai été opéré il y a 2 ans pour 2 pontages à l'hôpital Royal Victoria. J'étais aux soins intensifs. On a commencé à parler de lutte. Là, il m'aurait donné une piqûre pour la douleur ou une pilule ou n'importe quoi. Ça ne m'aurait pas fait plus de bien que ça. 1 heure après, je sortais des soins intensifs, puis le lendemain, il me promenait dans l'hôpital. Carpentier un peu plus prudent. Reçoit un coup en pleine figure. Un deuxième. Est agenouillé dans un coin de l'arène. Costello en profite. L'arbitre exige le prix. Je recommencerai tout de suite, là. On me fait une proposition, là. Enfin, je peux pas à cause des accidents que j'ai eus, mais je recommencerai tout de suite, là. Ah oui, j'ai eu une carrière formidable. Ah bah regardez, les chevilles avec tous les sauts que j'ai faits, les tombées par-dessus la 3e corde. Parce qu'à cette époque-là, les rings étaient très durs. Il y avait pas de matelas, c'était un plancher, c'était tout. Carpentier en difficulté. Est repris. C'est le collier. Il est renversé. Il est projeté de côté. Il est repris. En général, le combat commençait, c'était assez égal. Puis là, le bon donnait une petite volée au méchant, on était content, puis le sais, mais là, le méchant avait le meilleur sur le bon. Là, devant 3-4 rondes, là, il n'y a rien qui faisait pas au bon. Et là, on pleurait, puis on était écœurés, il l'étranglait avec les cordes de l'ensemble, bon, il faisait avec une chaise. Puis souvent, il y avait des trucs cachés, du papier sablé, mettons, puis il passait dans l'œil. Pas croyable, du papier sablé dans l'œil. Et puis là, on était découragés, puis on était découragés. Puis après, là, le type, puis il y avait le bon gars, là, il s'était fait battre. Et là, il se relevait. Et le temps de la vengeance était venu. C'était ça le plus beau scénario de la lutte. Là, il plantait le méchant. C'était beau. On était content. Il était venu pour 2 mois. Il est encore parmi nous 50 ans plus tard. Édouard Carpentier a posé sa valise dans un Québec qui commençait à se sentir à l'étroit dans ses institutions. Quelques années avant la Révolution tranquille, la télévision aide les Québécois à s'ouvrir sur le monde. On y présente la lutte avec un Français qui sait parler. Les amateurs en ont vite fait leur champion, leur doudou. Croyez-moi, ça fait mal, ça fait mal.